Bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette première session du Global Economic Dialogue sur la question des indicateurs de richesse des nations. Je suis très heureuse d'être accompagnée de Victor Luis do Prado, qui a beaucoup travaillé dans différentes responsabilités à l'OMC et qui est maintenant au Centre brésilien de relations internationales. Nous avons également à côté de lui le docteur Emmanuel Owusu Sekire, qui vient du African Center for Economic Transformation. À côté, Sander Tordouar, le Chief Economist du Center for European Reform. Et enfin, notre grand témoin, Cyril Garcia, qui est membre du comité exécutif de Capgemini. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, cette session nous invite à réfléchir sur la question des indicateurs de richesse des nations. Et ça fait maintenant pas mal d'années qu'on a un peu collectivement compris qu'il fallait qu'on aille au-delà des indicateurs traditionnels type PIB par habitant. Mais la question, c'est quels sont les indicateurs pertinents. Donc, de mon point de vue, il y en a au moins deux qui sont très importants pour juger un peu de l'avenir d'un pays. Le premier, c'est tout ce qui est indicateur de santé. Et en particulier, on a un indicateur un peu composite, un peu synthétique pour la santé, qui est l'espérance de vie, même s'il y a bien sûr d'autres sous-indicateurs. Et puis, la deuxième dimension très importante, c'est, à mon sens, les compétences. Et donc là, on a évidemment l'OCDE qui nous fournit en fait tout un tas de données sur les compétences des adultes des différents pays. Et puis on a aussi bien sûr beaucoup de données sur les performances scolaires des différents pays qui sont très prédictives des performances à l'âge adulte. Et en fait, quand sur ces deux dimensions, la santé ou les compétences, on commence à avoir par exemple des reculs, c'est qu'il faut s'inquiéter. Alors, est-ce qu'on a parfois des reculs? Oui. Par exemple, si vous prenez les États-Unis, pour la population masculine non blanche, vous avez eu une stagnation dans les progrès d'espérance de vie. Vous avez eu, ça c'est tous les travaux d'Angus Deaton qui ont montré que à cause des morts par addiction notamment, de l'épidémie d'opioïdes, à cause de tout un tas de problèmes de santé mentaux, on avait en fait des reculs sur les progrès d'espérance de vie pour un groupe important de la population. Donc quand on a des phénomènes comme ça qui se passent, c'est évidemment un voyant lumineux rouge. De la même façon, sur les compétences, nous en France, on recule depuis maintenant beaucoup d'années sur les compétences en mathématiques. C'est évidemment aussi un voyant lumineux rouge qui doit nous inquiéter. Donc toutes ces dimensions qui ne sont pas prises en compte dans le PIB par habitant, c'est bien sûr des indicateurs qu'il faut regarder. Après, il y a la question qui se pose de savoir si on veut avoir un indicateur plus synthétique. Et il y a eu des travaux... pas si récents d'ailleurs, pas mal d'efforts faits pour essayer d'avoir des indicateurs notamment de satisfaction dans la vie. Donc parfois on dit des indicateurs de bonheur, c'est pas exactement le bonheur qu'on mesure, mais c'est vraiment on demande aux gens d'évaluer leur vie sur une échelle de 1 à 10. Et en fait il se trouve que demander aux gens de faire ça, ça capte pas mal quand même beaucoup de dimensions, à la fois des dimensions économiques, parce que c'est évidemment très corrélé aux revenus, mais aussi des dimensions non économiques. Et donc il y a par exemple l'Institut de sondage Gallup qui mesure cette satisfaction dans la vie dans plein de pays et dans des échantillons représentatifs. Et les pays qui arrivent en tête sur cette mesure, c'est toujours les pays scandinaves, grosso modo. Donc ça, c'est aussi un indicateur très utile. Maintenant, il y a une dimension, il y a quelque chose. Donc on a fait quand même beaucoup de progrès en fait sur la prise en compte de nouveaux indicateurs. Mais il y a une dimension qu'on n'a pas vraiment réussi à mon avis, sur laquelle on n'a pas réussi à progresser. C'est qu'en fait, sur tous ces indicateurs, on arrive quand même in fine à un classement des pays. En fait, on hiérarchise, il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, etc. Mais il y a des indicateurs, il y a des dimensions plus exactement, pour lesquelles le classement de pays n'a aucun sens. Donc si vous prenez par exemple l'environnement, en fait, vous pouvez être très bon, réduire vos émissions, mais si les pays voisins sont très mauvais et augmentent leurs émissions beaucoup plus que vous ne les réduisez, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, je pense qu'il y a aussi, dans la réflexion sur les indicateurs, il faut aussi progresser dans la façon de concevoir le suivi des dimensions sur lesquelles, en fait, le classement entre pays n'est pas du tout la bonne approche. Et où il faut avoir, au contraire, une dimension beaucoup plus collective. Et ce qui compte, c'est nos progrès, la somme de tous nos progrès. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile.
Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos intervenants et d'abord Victor-Louise Doprado, donc, comme je le rappelle, qui vient du Centre brésilien de relations internationales et qui a eu par le passé beaucoup de responsabilités à l'OMC. Merci beaucoup Alexandra, bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être là. Alexandra a parlé des indicateurs et moi ça m'a fait penser au titre de ces rencontres. Naviguer dans un monde sans repères. Alors, est-ce que les indicateurs sont les repères dont on cherche? Et c'est vrai qu'on a, dans les dernières années, un peu perdu les repères. Et pourquoi avons-nous perdu quelques repères? À cause des phénomènes qui, curieusement, commencent avec la lettre C. On a Covid, on a le climat, on a des conflits, on a des chaînes de valeur de commerce, on a tout ce qui est la cybernétique, y compris l'intelligence artificielle. Last but not least, on a la Chine. Et je pourrais en rajouter. Mais tous ces phénomènes nous ont donné une sensation de trouble, comme quoi on ne sait pas vraiment où on en est. Et donc la question est de savoir, est-ce que dans un monde si incertain, avec tellement de turbulences, ces indicateurs peuvent nous être utiles? Et utiles à qui? À nous tous, oui, certainement, pour comprendre le monde, mais certainement à ceux qui prennent des décisions. Qui prend les décisions? Eh bien, les gouvernements, tout d'abord, et puis les entreprises, qui prennent des décisions qui ont des reflets sur nous. Donc, est-ce que ces indicateurs sont utilisés par les gouvernements pour prendre des bonnes décisions? Est-ce qu'on a les bons indicateurs pour que les gens puissent adopter des bonnes mesures? Et là, c'est curieux parce que les gouvernements souvent s'utilisent des indicateurs quelque part pour justifier leur propre narratif de la réalité. Donc c'est un usage un peu bizarre des indicateurs. Je vous donne un exemple et je ramène là un peu plus à mon expérience de vie, sans trop parler de la richesse des nations, mais ça a à voir avec la richesse des nations, le commerce international. Donc j'ai dans ma tête cette image du président Donald Trump en avril de l'année passée, avec un tableau à la Maison-Blanche, avec les tarifs de droits de douane qu'il allait imposer sur plusieurs pays. Et quelle était la raison pour laquelle il augmentait les droits de douane? Le déficit commercial. Alors, pour mon pays, le Brésil, ça n'avait aucun sens parce que les États-Unis, en fait, ont un surplus commercial avec le Brésil. Et en dépit de cela, le Brésil était numéro 1. Les droits de douane les plus hauts. Donc, voilà, il n'a même pas utilisé le bon indicateur. Mais passons. Alors, est-ce que ces indicateurs de balance commerciale sont les bons? Et là, on arrive toujours à cet argument que la balance commerciale est souvent le reflet du commerce de produits, de marchandises, et ne compte pas les services. Donc, tourisme, télécommunications, banque, tout ça, ça passe à côté. En plus, tout ce qui est propriété intellectuelle, tous les paiements des propriétaires intellectuelles ne sont pas comptés. Et Dieu sait, chaque fois que nous, maintenant, on fait un download, comme on dit ça en français, d'un film, d'une vidéo, ou, ce qui est très courant aujourd'hui, d'une plateforme d'intelligence artificielle, et ça ne coûte pas c'est pas très bon marché, donc on est en train de passer cet argent d'un pays à l'autre. Et tout ça, on ne compte pas. Donc, est-ce que c'est un bon indicateur? Mais même si on se limite aux marchandises, tout le monde a un téléphone portable. Ce téléphone portable est composé de pièces détachées qui viennent de 40 pays différents. Cette partie croise les frontières plusieurs fois.
Et à la fin, on compte que le prix final. Donc si on comptait chaque fois qu'une pièce détachée croise une frontière et on faisait un calcul par la valeur ajoutée, le résultat serait complètement différent. Donc d'abord, les États-Unis n'auraient pas un déficit par rapport à la Chine. Je vous dis tout cela parce que, encore une fois, je crains que ces indicateurs souvent cachent la réalité plus qu'ils ne la démontrent. Donc il faut, comme Alexandra a dit, repenser ces indicateurs, moderniser ces indicateurs. Et ça, ce n'est pas quelque chose que les économistes eux-mêmes, parce que tout le monde parle PIB, tout le monde parle, il y a des gens qui connaissent, je suis sûr que parmi vous, Index Gini, donc de inégalité, tout ça c'est très connu. Est-ce qu'on peut se fier de ces indicateurs ou on est complètement dans un monde où on n'a plus confiance à rien? Voilà, je vous laisse la question. Merci Alexandra. Merci beaucoup. Dr Emmanuel Owusu-Sekere, c'est à vous. Good afternoon, everyone. I'm sorry, I'm going to speak in English. I hope you're okay with that. Moi, je vais parler en anglais. J'espère que vous êtes OK. Donc, Emmanuel Owusu-Sekere. Alors, le PIB, on utilise les indicateurs économiques pour mesurer la richesse des nations. Est-ce qu'on doit continuer à faire cela ou non? Donc, le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est l'un des secteurs économiques les plus prometteurs pour mesurer le progrès économique. Et depuis la Grande Dépression, dans les années 30-40, c'est une construction qui est faite pour mesurer la valeur des biens finaux produits dans un pays une particulière année. Parfois, on reprend un peu de recul et ça permet de savoir quel secteur de l'économie contribue. Est-ce que c'est le secteur primaire? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est la pêche? Est-ce que c'est le secteur intermédiaire? Est-ce que c'est le secteur secondaire, les industries, la construction, la production, etc. et le secteur tertiaire. Donc c'est comme ça qu'on calcule la croissance de ce PIB. C'est standardisé au niveau mondial, c'est facile à répliquer au niveau statistique et ça nous aide à comparer les pays. C'est magnifique. Le défi ici, c'est que ça ne capture pas l'intégralité du progrès économique ou ne fait pas un tableau parfait de la qualité de vie. Cette conversation que nous avons cet après-midi a déjà eu lieu en 1934 quand Simon Kuznets a dit « cet indicateur est bien ». Mais ils sont censés mesurer le progrès économique, mais ne l'utilisez pas pour utiliser quoi que ce soit qui a à voir avec le bien-être. Et d'autres personnes dans les années 30 ont dit, comme Tobin, ça dit la même chose, il a dit il faut que nous arrivions à l'ajuster pour pouvoir refléter les sujets de bien-être humain. Donc que le PIB n'arrive pas à refléter. On parle d'inégalité, de pauvreté. La pauvreté et l'inégalité en Afrique, ou dans le sud global, ce n'est pas l'inégalité des revenus, parce qu'il y a plusieurs, ça dépend, il y a beaucoup d'inégalités de tout type. Quand on parle de pauvreté également, la pauvreté a plusieurs dimensions. Et le PIB ne reflète pas la qualité de l'emploi dans la plupart des pays. Ça ne tient pas en compte du secteur informel, ça ne tient pas en compte de plein d'autres choses. Sur le front social, des sujets comme l'éducation, la santé, la sécurité, l'ordre public, etc. et le bien-être sont difficiles à mesurer car il y a une notion subjective et une notion objective. Et l'inclusion sociale n'est pas non plus reflétée dans le PIB. La deuxième partie de la question, c'est la richesse des nations. La richesse des nations est quelque chose qui évolue. Donc on commence avec les facteurs de production, le capital, maintenant il y a l'innovation, la digitalisation, il y a l'IA, il y a la technologie des technologies qui progressent à un rythme très très rapide. Même le capital lui-même, la création de capital, il y a une infrastructure dure, une infrastructure molle, donc il y a vraiment beaucoup d'indicateurs différents. Il y a l'environnement, il y a les énergies renouvelables, le capital humain, l'éducation, la formation, la finance et le capital social également. Parfois, il y a des pays qui sont très riches, mais c'est des endroits très violents, vous ne pouvez pas vous promener dans la rue tranquillement. Donc, depuis cette époque à aujourd'hui, beaucoup de tentatives ont été faites pour arriver à mesurer le progrès économique et la qualité de vie. Des pays comme la Nouvelle-Zélande ont
fait un cadre des normes de vie avec la jeunesse, l'emploi, le respect de la planète, les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont également réussi à mesurer le bonheur, etc. Au Royaume-Uni, à Brunei, dans tous ces tentatives, on identifie toujours certaines tendances. Elles partent tous de l'expérience de vie, de la dimension sociale, de la santé, de l'éducation. Car ici, il s'agit, on voit que l'éducation va fournir une force de travail qui est éduquée. Mais maintenant, il y a la santé mentale qui rentre en jeu et qui est un véritable défi, un véritable souci partout dans le monde. Beaucoup de gens qui se suicident maintenant. Je crois que c'est presque tous les jours. Enfin bon, donc la santé mentale joue un rôle très important aujourd'hui. Comment arrivons-nous à le mesurer? Il y a des tentatives, les Nations Unies ont essayé de développer un index sur la santé mentale, l'espérance de vie, pour fournir un tableau un peu plus équilibré. Nous avons également le niveau de vie produit par l'OCDE, les indicateurs qui parlent de toutes ces choses-là. Mais si le vrai défi ici, c'est de mesurer tout cela. Je crois que si on garde le PIB comme il est, laissez-le faire ce qu'il sait faire, mais comment pouvons-nous trouver d'autres manières pour refléter des indicateurs mesurables? Il faut que ce soit réplicable au niveau statistique, il faut que ces données soient possibles également pour tous les pays à mesurer. Ceci dit, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas compter. Ça, c'est une déclaration très dangereuse que j'entends souvent, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être comptées, mais des choses sont très importantes. Par exemple, les variables de l'inégalité homme-femme, c'est très compliqué de les mesurer. Et par contre, comment vous arrivez à... On travaille toujours sur des données pour arriver à mesurer ça. Et assurons-nous que vous soyez capables de compter tout ce qui compte, et ce qui compte que nous ne pouvons pas le compter, essayons de le faire sur le temps. Le PIB doit être laissé pour mesurer ce qu'il sait mesurer et essayons d'attraper les autres sujets avec d'autres indicateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sander Tordoy. Merci de m'avoir invité et je ne parle pas très bien le français, donc je vais peut-être... je crois que il faut que en économie, je me débrouille pas trop mal, mais pas trop en français. Je vais avancer avec une thèse un peu plus oblique sur cette question, même si je suis tout à fait d'accord avec Victor Emmanuel que regarder les autres indicateurs que le PIB sont très importants. Moi, ce que je pense, c'est que la plupart des pays dans le monde mesurent la richesse des nations sous une forme de pouvoir, y compris le pouvoir économique, et ça a des implications très vastes. Je vais vous donner 5 points pour illustrer ça. La conception ancestrale selon laquelle la richesse des nations et avec la mondialisation telle qu'elle existe depuis 2008 ou 2020, comme Victor l'a dit, quand on a commencé à penser au Covid, à la Chine, au climat, etc. L'ancienne conception était celle qui nous disait que la mondialisation allait nous conduire à plus de richesses, allait se faire sortir des gens de la misère, à avoir une interdépendance économique, à avoir un certain degré de paix. Et beaucoup de pays dans le monde y croyaient plus que d'autres, que les Allemands. D'une certaine manière, ça fonctionnait bien. La Chine a développé ce concept très fortement. Et il y avait des tensions dans le système, il y avait des inquiétudes, qu'est-ce que ça allait créer comme souci avec l'évasion fiscale des multinationales, concentrer du pouvoir de manière illégale et les égalités qui allaient en découler. Mais d'une manière ou d'une autre, le narratif de ce système a été révolutionné par les 2 plus grands pays au monde, la Chine et les États-Unis, car ils se sont lancés dans ce modèle de manière très intense. Ce que je voulais dire également, c'est que l'Europe, en revanche, est un cas illustre très bien ce que vous dites. Ils sont dans les listes, dans les premiers 20 de toutes les listes de bien-être humain, de bonheur, toutes les choses qui sont importantes pour nous en tant qu'êtres humains. Et pourtant, il y a des inquiétudes très profondes qu'on voit dans le rapport Draghi, où on voit que le modèle économique est sous pression. Et ou même si vous parlez à certains investisseurs américains, ils disent qu'ils sont carrément menacés.
Et je crois qu'il y a un peu de vérité dans ce qu'ils disent, malheureusement. Il y a deux inquiétudes, c'est que la croissance et le dynamisme économique de l'Europe est en déclin. Ce n'est pas complètement en train de s'écrouler, mais c'est en train de décliner. Et ça rend plus difficile de soutenir des systèmes éducatifs qui sont vraiment, c'est exactement au centre du rapport Draghi, il a raison là-dessus. Il y a une autre inquiétude, que l'Europe est sensible au pouvoir de la corruption, c'est-à-dire que les États-Unis pourraient transformer l'Union européenne en un pays complètement divisé. Le troisième concept qui s'oppose à celui de la souveraineté économique, il y a le concept américain qui est une forme d'hégémonie prédatrice. Donc les États-Unis vont utiliser leur pouvoir avec des sanctions, ça peut être la défense au Japon, en Europe, pour forcer ces pays à faire certaines choses pour des raisons économiques. Il y a également la version autarcique de la Chine. La Chine ne croit pas à l'interdépendance, c'est juste des exports et pas d'imports. Et c'est un paradis économique maintenant. Ça veut dire que si on veut produire toutes les richesses que l'on peut dans une économie mondiale, et les services d'ailleurs aussi, chez nous, comme ça, nous ne sommes plus menacés par personne. Et ça a des vraies implications. Les exportations chinoises ont augmenté de 40% depuis les derniers 20 ans. Vous prenez le domaine des semi-conducteurs, ils importent moins. Le fait que la Chine compte de moins en moins sur le reste du monde, mais le reste du monde compte de plus en plus sur la Chine. Le troisième modèle, c'est ce que j'appellerais la souveraineté du réseau. C'est le modèle de facto que l'Union européenne cherche à atteindre avec ses partenaires partout dans le monde. C'est un système où vous restez ouverts l'un à l'autre, peut-être moins aux États-Unis et à la Chine, mais vous partagez une chaîne d'approvisionnement, la demande, vous faites des exportations ensemble, des investissements ensemble. Et l'Union européenne le fait partout. Ils ont signé un accord avec l'Inde, le Mercosur, qui n'est pas très populaire avec les fermiers français, mais c'est un message qui vous permet de travailler avec des groupes de ce que j'appellerais des pouvoirs moyens. Donc l'Union européenne a ouvert ses achats de défense au Canada et à l'Australie. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent avec cette souveraineté du réseau. Donc vous avez deux pôles. Un, c'est faites tout ce que vous voulez par vous-même, c'est les US et la Chine. Et le deuxième modèle, c'est on fait confiance à nos partenaires, c'est l'Europe. Et la vraie question, c'est lesquels des deux va gagner. Et ça m'amène à mon quatrième argument. Je ne pense pas que le modèle chinois et américain va dominer le reste du monde. Peut-être, ça va arriver, non, on ne sait rien. Mais on vit dans un monde d'asymétrie. On voit de plus en plus souvent que des pays moyens, petits, arrivent bien à résister contre les gros. L'Iran se défend très bien contre les États-Unis, c'est un fait, en dominant le détroit d'Ormuz. Taïwan arrive à survivre d'une année à l'autre parce qu'ils arrivent à produire des semi-conducteurs et ils arrivent à trouver les meilleures puces qui vont dans ce que vous voyez ici, là ce que je vous montre, donc c'est vital pour leur économie. L'Ukraine a réussi à résister contre la Russie parce qu'ils ont développé des capacités de drones exceptionnelles. Et mon dernier argument, le cinquième, c'est qu'il y a une leçon à retirer, je crois, pour les puissances intermédiaires avec l'Union européenne et le Brésil, etc., c'est que vous n'avez pas forcément besoin de tout posséder. Vous devez juste posséder un levier asymétrique spécifique. Par exemple, un maillon dans la chaîne d'approvisionnement, dans les semi-conducteurs par exemple, ou un maillon dans la technologie nucléaire, qui va vous permettre en fait de vous défendre quand Pékin ou Washington viendra taper à votre porte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Notre dernière intervention de Cyril Garcia. C'est un honneur d'être grand témoin, d'avoir toutes ces cigales qui nous écoutent. Donc, je voudrais dire, moi je trouve qu'il y a trois nouveaux venus dans ce débat sur les indicateurs. Three new kids in town, ça sera ma seule concession en anglais. Il y a évidemment la crise climatique et l'économie de l'adaptation. Bon, je vais y revenir. Il y a évidemment le deuxième angle, c'est l'impact de l'IA. Et il y a les dynamiques sectorielles qui résultent de tout ça.
sur la crise climatique, alors on le voit quand même depuis quelques années que les fondements de notre économie, extraire, produire, consommer, sont remplacés par autre chose, qui est plus de l'ordre de recycler, innover, investir, décarboner, électrifier. Et donc, tout ça pour dire qu'on rentre dans une économie de l'adaptation. Je pense qu'il faut et de la mitigation et de l'adaptation. Et que cette économie est en train de se former et que son rythme de développement va se faire, entre guillemets, au fil des crises climatiques et des bouleversements climatiques et des prises de conscience qui sont associées à ça. Chaque année, nous mesure auprès d'un ensemble de responsables d'entreprises par le monde la question de la transition climatique. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit en début 2026, c'est que 70% d'entre eux considèrent que le climat a un impact négatif sur leurs opérations, que ce soit la supply chain, l'approvisionnement matériaux, l'approvisionnement en eau. Donc 70%, c'est considérable. Et vous le savez tous, on a des premiers chiffres. Alors certains sont contestés, mais sur l'impact sur les BDA, c'est-à-dire sur la profitabilité des entreprises, les chiffres que vous évoquez notamment au niveau des centres de recherche européens, c'est entre 15 et 20%. Donc là, c'est un champ de développement et de réflexion sur ces nouveaux indicateurs de richesse et qu'il faut aborder sans pudeur. Il faut vraiment l'aborder de front. Le PIB, oui, mais on est plusieurs à commencer à regarder l'indicateur qu'on appelle un produit intérieur de circularité. La question de la financiarisation des risques climatiques est évidemment très présente. Un beau sujet sur lequel je reviendrai, qui est le coût des tokens et l'économie des tokens, et puis le niveau d'injustice. Alexandra, tu commençais par ça, le niveau d'injustice climato-sociale. Donc ça, c'est le premier angle, c'est cette économie de l'adaptation. Comment la suivre, comment la pilote et comment on en rend compte. Le deuxième angle, c'est l'IA. Je vais être très rapide, je vais avoir beaucoup de sessions sur l'IA pendant ces rencontres. Cette innovation aujourd'hui, vous voyez les premiers chiffres qui sortent sur la valeur réelle, tangible de l'IA, chiffre de 600 milliards, j'ai vu ça récemment apparaître, et dans ce calcul, on met tout, on met la création de valeur, on met aussi la réduction des coûts. Mais moi, il y a un sujet très concret qu'il faut regarder de près, et je pense que l'année prochaine, on aura plus d'éléments là-dessus, c'est le coût réel des tokens. Donc le token, c'est le droit de tirage d'intelligence artificielle. Donc on commence à s'allouer des budgets de tokens. Je vois Siemens dans la salle, je vois Orange. On commence à raisonner avec des budgets de tokens. On ne sait pas où on va, mais on a tous commencé évidemment à utiliser massivement l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on paiera des charges sociales ? Pardon pour cette remarque française sur les tokens, mais on ne pourra pas payer des charges sociales sur les tokens dans un seul pays. Donc ça va être un sujet passionnant pour les économistes de régulation dans les années qui viennent. Et le troisième angle, je vais faire vite, le troisième angle, c'est vraiment les dynamiques sectorielles qui résultent de ces deux premiers points. Je pense que si on se place du point de vue des assurances, on va vers de la régulation, ça c'est sûr. On va vers ce qu'on appelle, nous, le coût de la résilience. Il faudra déclarer sa résilience. Il faudra déclarer le fait qu'on a bien tout mis en œuvre. Et là, je parle des entreprises et je parle des particuliers pour se mettre à l'abri de ces catastrophes climatiques. Et puis, il y a le monde des utilities. Et c'est pas un sujet de débat. On ne fait pas de l'IA bashing aux rencontres d'Aix. Mais aujourd'hui, on sait que 70% des entreprises qu'on interroge considèrent ou anticipent des pénuries d'énergie associées au développement de l'IA. Alors pour ceux qui suivent les études de Bloomberg, on voit aujourd'hui l'évolution du coût de l'électricité sur la côte est des États-Unis, là où sont les data centers, et sur une partie de la côte ouest, on est dans des facteurs x3, x4 depuis 2020. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est des discussions passionnantes qu'il faut mener sans pudeur. Et je pense que quand tu disais on est les 4C ou les 5C, je pense que c'est des nouveaux repères. Il ne faut pas dire qu'on n'a plus de repères. Ils sont là. Enfin, je veux dire, maintenant, oui, il faut se situer par rapport à la Chine, il faut se situer par rapport à l'IA. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, quelques questions qui me viennent et on aura peut-être le temps d'ouvrir aussi à la salle. J'avais une question un peu peut-être pour Sander Tordoir, finalement, qui nous disait l'Europe, il faudrait qu'elle se réveille un petit peu, le rapport Draghi, etc. En fait, on peut aussi se dire, c'est vrai qu'on a fait des progrès sur la prise en compte des indicateurs autres que le PIB par habitant, mais peut-être qu'il ne faudrait pas non plus trop négliger le PIB par habitant. C'est-à-dire que parfois, on se dit, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin aussi dans la prise en compte de toutes les dimensions d'un économique, et ce n'est pas pour autant que cette dimension reste quand même assez fondamentale. Donc ça, c'est une première question que j'ai. J'ai une deuxième question peut-être pour tous les intervenants. Vous avez mentionné le fait que différents pays ont des initiatives un peu dispersées pour avoir des indicateurs de bien-être. Cyril Garcia a mentionné la nécessité de prendre en compte maintenant tout ce qui a trait à l'IA. Donc on voit qu'à chaque fois, on a besoin de nouveaux indicateurs et c'est pas très clair. Et vous avez dit aussi que ces nouveaux indicateurs, c'était pas forcément les économistes qui allaient les trouver. Donc est-ce qu'on a besoin finalement d'une gouvernance pour se mettre d'accord collectivement sur ce qu'il faut mesurer, que tous les pays mesurent les mêmes indicateurs, ou est-ce que c'est pas nécessaire? Est-ce que ça peut être laissé à l'initiative privée, des entreprises, des différents pays? Donc voilà, c'est les deux premières questions que j'avais. Peut-être d'abord sur le PIB par habitant, Sander Tordoir. Thanks for your question. Merci d'avoir posé la question. La question est bonne, effectivement. En fait, l'un des débats économiques les plus intéressants cette année, c'était en fait ce qu'on appelle maintenant parfois le GDP-PPP, la guerre civile entre les économistes, entre les États-Unis et l'Europe. Paul Krugman, lauréat du prix Nobel, nous dit que Draghi s'est trompé et il faut peut-être voir le pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce qu'on achète au quotidien avec ce qu'on a dans la poche. Et il y a d'autres batailles aussi, par exemple Luis Garicano du MEP, un économiste portugais, et d'autres qui, eux, disent non, ce n'est pas complètement vrai en fait. Donc c'est un débat très houleux. Et moi, ce que je pense de tout ça, c'est que d'une certaine façon, les deux approches sont correctes. Si on mesure en PPP, parité de pouvoir d'achat aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans de cela, le niveau entre l'Europe et les États-Unis est plus ou moins le même. Il est difficile de mesurer sur une échelle temporelle ce que l'on peut consommer et les meilleures estimations que nous avons de productivité et de croissance aujourd'hui nous montrent que l'Europe est un petit peu en retrait des États-Unis. Donc, si ces métriques correspondent aux résultats pour le développement humain, et d'ailleurs la pérennité budgétaire de nos systèmes de pension et de santé sont à la clé. Il y a certains qui disent qu'il faut s'en préoccuper. Je ne dis pas que l'Europe doit mettre à l'arrêt toute son économie, ou la rechanger, mais il faut redonner un petit peu de dynamisme. Deuxième chose que j'ai à dire. Si vous regardez maintenant les politiques industrielles, c'est un rapport du FMI qui a été publié aujourd'hui. La composition des démarches a changé depuis 5 ans. En 2019, par exemple, 30 à 40% des mesures étaient conçues pour une meilleure prospérité, 30 à 40% pour le climat, et le reste, c'était d'autres sujets. Alors qu'aujourd'hui, 80% c'est de la géopolitique et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Dans le monde entier. Voilà. Je voulais vous donner ces chiffres, mais les choses ont changé depuis ma thèse. Il faut réconcilier ces résultats, meilleurs résultats, se protéger du climat. Donc l'Europe va beaucoup dépenser dans la défense, nous le savons. Il faut essayer d'utiliser cet argent pour construire des chaînes de valeur qui soient bonnes, pour la planète par exemple des batteries, pour la défense bien sûr, mais aussi pour des éoliennes. Il faut être très pragmatique dans cette démarche. Je pense cependant qu'il y a de l'espoir si on pense au double usage. Cependant, l'objectif général est d'avoir de meilleurs résultats pour tout un chacun. Merci. La deuxième question maintenant, soit vous ou vous autres, que pensez-vous de l'adaptation? On a besoin peut-être de nouveaux indicateurs parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, des chaînes de valeur ou d'approvisionnement plus complexes, ou l'IA, etc., ou d'autres problématiques. Est-ce qu'on peut faire des tentatives au niveau national, des tentatives privées pour mesurer tout cela, ou faut-il coordonner nos efforts? Bon, j'en reviens peut-être à ce qu'on a dit tout à l'heure, là où j'ai terminé tout à l'heure. Je crois qu'on a bien des
parler des facteurs externes, qui soit ralentissent, soit accélèrent la croissance. Il y a plusieurs centres de pouvoir maintenant. Vous avez les grands, les moyens, les moyennes puissances. C'est bien d'ailleurs, parce que nous sommes passés de l'Est vers l'Ouest. Maintenant, nous avons un monde multipolaire. C'est très bien. Il y a un rééquilibre des pouvoirs. Mais cependant, il y a un multilatéralisme fragmenté. Et avec tout cela, malheureusement, les relations bilatérales sont exploitées par certains. Par exemple, donnez-moi ceci, sinon j'arrête votre programme contre le HIV. Il y a un peu d'exploitation là-dedans. Pour nous, dans le sud mondial, nous voyons cependant une opportunité. L'opportunité est la suivante. Il faut changer la façon dont nous envisageons la croissance. Il faut exporter. Autrefois, on le faisait, on exportait les matières premières et tous les minéraux critiques dans le monde pour avoir la transition zéro carbone ou pour verdir l'économie se trouvent sur le continent africain. La question est donc, est-ce qu'on va refaire les erreurs du passé avec le pétrole ou le gaz ou pas? Il faut penser différemment. Il faut une croissance différente. Et justement, ce qui est difficile, c'est que nous sommes le continent le plus jeune et nous avons beaucoup de jeunes sur le continent. L'âge moyen, c'est 19 ans. Et attention, s'il n'y a plus d'emplois à l'avenir, comment transformer nos économies pour créer des emplois pour cette population croissante. Maintenant, je reviens à la mesure du PIB, ou ce que nous devons faire. Il y a trois choses auxquelles je pense. Premièrement, la question de l'inclusivité quand on parle de croissance. Et ensuite, l'équité, la distribution des gains de la croissance. Les deux ensemble, cela veut dire, est-ce que cela améliore le bien-être des populations de façon objective et subjective et le bien-être de la planète, c'est-à-dire l'empreinte carbonée de ce que nous faisons et le bien-être à l'avenir, c'est-à-dire la pérennité, la durabilité. Est-ce que ce que l'on fait, c'est à l'encontre des générations à venir? Tout ceci est très important. Et pour chaque partie que je viens de mentionner, il y a des indicateurs. Nous avons déjà des données qu'on appelle secondaires pour mesurer toutes les variables d'inclusion, presque toutes les variables de l'inclusion, de l'équité aussi, même si c'est des inégalités multidimensionnelles, de revenus, de genre, ou alors des divers types de pauvreté. Mais nous avons des variables et des données pour mesurer tout cela. Et maintenant, quand on parle du bien-être des personnes, ce qui est difficile, c'est le bien-être subjectif. C'est là où est la difficulté. Et il y a beaucoup de pays qui doivent encore y travailler. Parce que ce qui vous rend heureux peut me rendre heureux, mais ce n'est pas toujours le cas. Comment déterminer un critère de ce qui rend quelqu'un heureux ou malheureux, ou content dans la vie, ou respecté, ou la confiance même, par exemple? Il y a des choses très subjectives et qui sont difficiles à mesurer. C'est pour ça qu'il faut encore y travailler. Cependant, on peut passer du PIB aux variables supplémentaires et il nous faut cependant des points de croisement. Et à partir de là, on peut construire à partir du PIB, rajouter la dimension sociale, la dimension environnementale pour capturer toutes les variables nécessaires dont nous avons besoin pour une meilleure vie, la qualité de la vie, progrès économique et bien-être pour les êtres humains. Merci beaucoup. La discussion aussi à vous. Juste une dernière question, Cyril Garcia. Vous aviez, quand on avait échangé un peu avant, vous insistiez aussi sur l'importance du contenu en emploi des différentes transformations. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot avant qu'on ouvre au public? Oui, c'est back to basics, c'est-à-dire que sur si je continue sur le sujet climatique, aujourd'hui on sait mesurer le contenu en emploi de la transition énergétique. Certains pays ont commencé à le faire. Je vois que les économistes du patronat anglais savent chiffrer aujourd'hui parfaitement ce que représente pour l'économie britannique la création, le développement des renouvelables. Donc on est en emploi, c'est-à-dire ça représente une création d'emplois de l'ordre d'1 million depuis 5 ans. C'est une croissance annuelle de l'ordre de 10%. Et ça a un impact mesurable dans le Gross National Product britannique, de l'ordre de 100 milliards de pounds. Donc voilà. Mais mon point, c'est qu'on ne peut pas laisser... il faut vraiment que les économistes investissent ces sujets, parce que sinon c'est le monde sauvage. Et c'est important qu'il y ait une communauté économique et intellectuelle qui réinvestisse sérieusement ce sujet
au-delà de la polémique un peu basique croissance décroissance, d'accord, qui peut amuser une campagne électorale en France, mais qui n'est pas au niveau d'un débat mondial. Parce que sinon, le risque, si on revient sur l'IA en 1 minute, c'est que le monde sera partagé entre un monde OpenAI, un monde Claude, si j'ose dire, éventuellement un sous-monde Mistral. C'est ça qui nous guette, et c'est ce qui se passe quand il n'y a pas une capacité, entre guillemets, intellectuelle globale qui se structure et qui ensuite influence les régulateurs. Mais effectivement, la question de l'emploi, elle est là, elle est immédiate, elle est accessible, et c'est curieux de voir dans certains pays, dont la France, la timidité qu'il y a à vouloir le mesurer objectivement. Merci beaucoup. Une petite réaction, Victor. Yeah, no, I was hesitating to. Oui, j'hésitais à réagir, mais Cyril m'a un petit peu provoqué, si je puis dire. En fait, il existe un indicateur, et ce n'est pas aux économistes de le définir, mais c'est plutôt aux scientifiques de le faire. C'est l'empreinte carbonée de ce que l'on fait. En fait, ça, c'est très important comme indicateur pour mon pays, par exemple. Et en fait, il n'y a pas de consensus là-dessus dans notre pays. Et, comment dire ? Et à chaque fois, j'essaie de me contenir, mais j'arrive pas. Quand j'entends des choses telles que l'économie de l'adaptation, des choses comme ça, là, je vais pas être gentil avec les Français. Ce que j'entends, moi, c'est le protectionnisme. J'entends parler de protectionnisme. C'est ça que j'entends. C'est-à-dire mesures de déforestation, le CBAM, donc aux frontières, si vous ne savez pas ce que c'est, aller chercher CBAM, des échanges aux frontières, qui en fait restreignent l'importation de biens venant de pays en développement. C'est ça le CBAM. C'est-à-dire c'est du protectionnisme à tout crin contre les pays en voie de développement. Oui, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Nous tous, nous devons y travailler. C'est-à-dire que nous devons, au niveau international, travailler sur l'environnement, la façon dont on considère l'environnement. Mais pensons aux autres conséquences aussi liées à l'environnement. Je suis sûr que Cyril va réagir à ça aussi. Bien. Il y a des indicateurs qui sont importants, et ces indicateurs le sont. Pour répondre à votre question, Alexandra, ce serait bien si on pouvait comparer des choses que l'on peut vraiment comparer dans des pays divers et variés. Quelle est la valeur, par exemple, d'avoir un petit indicateur, moi dans mon pays, si l'autre pays utilise un autre indicateur, et qu'en fait, il n'y a pas, comment dire, un logiciel avec une interface entre les deux. Et donc, il faut avoir le même point de départ, la même base pour comparer des pommes avec des pommes, des poires avec des poires. Bien, en fait, le vrai indicateur, c'est qui va gagner la Coupe du Monde, non ? Ça, c'est double provocation. C'est bien le débat, c'est bon. Le débat est de retour. Bon, on avait 5 minutes, hein, donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour les non-experts, le sujet adaptation, il est très chargé en débat. Modestement ici, pour moi, ça emporte ce qu'on appelle la mitigation. D'accord ? Donc il y a de la lutte. Je voudrais dire, bon, on parle des États, mais ce qu'on voit, nous, globalement, et malgré toutes les évolutions de l'administration trumpienne ces derniers mois, c'est que les grandes entreprises, les grands industriels, ils continuent à se battre sur la réduction des émissions. D'accord ? Les plans sont en place. Alors, c'est de l'argent. On peut dire qu'il y a parfois des réticences à déclarer les investissements que ça représente. Mais ça y est, la bataille culturelle, elle est gagnée. Maintenant, c'est une question de vitesse d'exécution. Et donc, le pari sous-jacent, et ça sera aussi votre rôle, du point de vue de la communauté intellectuelle, de mettre dans les esprits, c'est que l'IA, si ça a une valeur, ça doit être au service de ça. D'accord ? L'IA, on doit, grâce à l'IA, améliorer la performance de la maintenance des barrages brésiliens. On doit améliorer la performance de la maintenance des centrales nucléaires françaises. Donc voilà, donc je pense qu'il faut surtout se dire, il y a une communauté intellectuelle. Mon seul message pour vous, hein, les amis, c'est ne lâchez rien et continuez à imposer ce débat sur les indicateurs, mais qui soit compréhensible de tous, et notamment des entreprises. Merci beaucoup. Il est temps maintenant d'ouvrir à vos questions. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Si vous avez des questions à poser à nos panélistes, ne soyez pas timides. Est-ce que vous voulez réagir sur l'adaptation, la mesure du progrès social, environnemental ?
Bonjour, je m'appelle Sylvain Brie, je suis directeur adjoint de l'équipe justice économique à Human Rights Watch, donc une ONG de défense des droits humains. Et la question que j'ai, le débat, c'est pas trop porté sur les questions normatives ici. On fait comme si c'était un débat empirique de savoir quoi mesurer. Et je suis pas vraiment d'accord que c'est vraiment ça la question. C'est pas une question pour les économistes. Ce qu'on veut mesurer, c'est ce qu'on veut faire. Donc pendant un long moment, on a mesuré le PIB. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin d'augmenter la quantité de ressources disponibles. La question qui se pose maintenant, le choix, est-ce qu'on a besoin d'autres indicateurs ? C'est est-ce que l'augmenter la quantité de ressources, c'est un objectif dont on a besoin ? Est-ce qu'on a créé assez de ressources de nos jours pour avoir une bonne vie ? Et la question, c'est comment le répartir ? Ou est-ce qu'on doit créer plus de ressources ? Quitte à ce que ce soit aux dépens de la planète et qu'on ne puisse plus vivre sur cette planète. Et je pense que c'est ça la vraie question. Et ce n'est pas une question économique, c'est une question politique, philosophique, sociologique. Est-ce qu'on a assez de ressources ? Là, est-ce qu'on dit, OK, on a assez de ressources maintenant, on les répartit ou pas ? Juste un autre chose qui n'a pas été mentionnée, c'est qu'il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a 1 mois, 4 semaines, sur les nouveaux indicateurs qui étaient proposés, avec un certain nombre d'indicateurs qui ont été proposés, des changements dans les mesures statistiques qui ont été proposés. Personne ne l'a mentionné, mais j'imagine que vous avez entendu parler. Donc il y a des vraies initiatives qui existent déjà, concrètement. Ce qui manque, ce n'est pas du tout la compétence économique, ce qui manque, c'est la compétence politique, c'est un choix. Est-ce qu'on veut encore créer des ressources comme but en soi, ou est-ce qu'on veut améliorer la vie des gens ? Et merci beaucoup pour cette question. Est-ce que quelqu'un... Voilà. Oui, je vais commencer, mais Sylvain, vous n'avez pas bien écouté le début de mon intervention. Je dis, la question, c'est changer de extraire, produire, consommer. Donc vous avez 100% raison. On est en ressources limitées, on le sait tous. Mais ce n'est pas mon rôle de dire, le sujet, c'est le partage. C'est le rôle d'une communauté intellectuelle et de politique. Mais vous avez 100% raison. La question, c'est, derrière ce débat sur les indicateurs, c'est comment on organise, d'une part, le partage des ressources, entre guillemets, qui nous restent, que ce partage soit, entre guillemets, égalitaire. Nous, ce qu'on dit juste aujourd'hui, c'est qu'on a la technologie, le monde a la technologie, pour pouvoir mettre en place ces politiques. Et c'est dommage que ça prenne autant de temps pour les mettre en place. Mais quand on sait, on agit. Et aujourd'hui, on a tout pour savoir. Et on sait tout. On analyse les sous-sols, on sait où est l'eau, on sait anticiper les questions climatiques. Donc voilà, je ne peux pas vous dire mieux que oui, c'est central et c'est le partage. Mais je pense qu'on l'a un peu effleuré quand même. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question ? Est-ce qu'on... Oui, je vais rebondir sur cette question. Et puis, je réagis à ce que vous avez dit concernant les échanges aux frontières, le CBAM. C'est vrai qu'il y a des frictions. C'est vrai. Bon, c'est par exemple la taxe externe sur tout ce qui vient aux frontières de l'Europe. Et parfois, c'est difficile pour les entreprises qui ne peuvent pas payer les impôts, c'est vrai. Mais comment mesurer ça ? Parce qu'il est toujours difficile de savoir l'intensité carbonée, par exemple, d'une aciérie quelque part dans le monde. En tout cas, pour revenir à la question posée dans le public, l'Europe essaie d'exporter la tarification carbone, c'est-à-dire mettre un prix sur les dégâts, les dommages sur l'environnement des émissions CO2, et ils essaient de demander à d'autres pays de les rejoindre. Donc en fait, c'est un peu de la normalisation. Vous allez dire peut-être que ce n'est pas vrai, c'est pas juste, c'est trop ambitieux. Mais en fait, dans la conception même du système, vous avez une taxe nationale et extérieure. Et du point de vue politique, la conception n'est pas mauvaise. On peut y penser comme ça. Et il y a certains pays, notamment autour de l'Europe, qui ont des politiques similaires. Et quand on regarde l'Inde et l'UE, qui ont parlé de cela, ils ont signé la mère de tous les accords commerciaux, comme dit Mme von der Leyen, et l'Inde, j'ai l'impression, veut avoir des exemptions concernant ce CBAM, mais je ne pense pas que ce que vous ayez dit soit complètement vrai. Je crois que ces politiques ont aussi leurs valeurs. Je dois réagir. Oui, la conception est bonne. C'est la façon dont on met en œuvre qui n'est pas si bonne que ça. Parce qu'il y a toute une longue liste d'exemptions introduites par les Européens dans leur secteur qu'ils cherchent à protéger. Donc,
si vous mettez sur pied une mesure, faites-le de A à Z. Ne faites pas cette liste d'exemptions pour vos propres producteurs, parce que là, c'est négatif pour les autres. Vous le savez aussi bien que moi, j'en suis certain, vous le savez. Bon. Vous savez, là, il s'agit d'indicateurs. Est-ce qu'ils sont utiles pour promouvoir la coopération dans le monde entier, c'est-à-dire du côté commercial, c'est-à-dire mieux comprendre aussi les effets sur l'environnement de ce que l'on fait, etc. Une fois de plus, et ça me gêne de le dire, mais ce genre de mesures qui se basent, comment dire, sur des indicateurs qui ne sont pas absolument sûrs, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que des pays comme le Brésil vendent tout à la Chine. Et ils sont copains-copains avec la Chine. Donc l'Europe, les États-Unis, ils poussent le Brésil d'une certaine façon à être plus proche de la Chine. La Chine fait des investissements, ils achètent des minéraux, voilà. C'est un peu du colonialisme comme relation. Ils achètent des matières premières. Bon, franchement. Nous, on pourrait vendre ça. Si on ne vend pas aux États-Unis ou en Europe, on peut le faire en Chine. Une dernière question. Est-ce que quelqu'un veut la poser? Voilà, merci. Deux, on va prendre les deux en fait. Donc monsieur et puis madame. Bonjour, merci beaucoup. Yannis Triki, je travaille à l'OCDE sur des sujets de politique industrielle et subventions. Je voulais remercier pour le débat, déjà c'est très intéressant. Je voulais juste vous amener sur deux sujets, parce que ça m'intéresse d'avoir vos avis, et notamment par rapport à vos positionnements respectifs. C'est le sujet de l'emploi, notamment dans les industries. En Europe, on parle beaucoup du China Shock et de la destruction des emplois dans l'industrie automobile. Et d'un autre côté, on parle beaucoup des investissements chinois dans tous les pays OCDE et non OCDE. Par exemple, au Brésil, dans l'industrie automobile, on parle de BYD, mais est-ce qu'il y a vraiment une création d'emplois, une création de valeur intéressante pour ces pays-là? Beaucoup en doutent, mais beaucoup disent que c'est très très bien. Mais moi, j'ai l'impression qu'au Brésil, il y a quelques gens très bien placés qui savent que c'est un peu du marketing. Et d'un autre côté, c'est la question de la dette. Comment elle est mesurée aujourd'hui et comment vous vous positionnez par rapport à la dette des pays de l'OCDE en Europe, mais aussi des pays non d'OCDE qui doivent aussi avoir un rapport à cette dette aujourd'hui particulier. Merci beaucoup. On va prendre cette deuxième question et puis après, dernière question ici et ensuite, on va se répartir la parole et conclure. Bonjour et merci à tous. Camille Morpoise, donc moi je suis conseillère à l'Élysée, je m'occupe de ce qu'on appelle les affaires globales. Et j'avais une question qui a été rapidement évoquée. On l'a dit, l'Afrique c'est le continent le plus jeune et en fait en termes d'indicateurs de richesse des nations, comment vous factorisez? Est-ce que la question de la démographie doit être un indicateur? Comment vous le factorisez dans vos réflexions dans les divers champs que vous couvrez? Est-ce que vous voulez prendre la question sur l'Afrique et la démographie peut-être? Qui n'était pas uniquement pour l'Afrique. Je pourrais prendre la question. Well, our population. Alors, la démographie, c'est lié au PIB. Il y a plus d'humains que de croissance du PIB. On le fait sur les exportations de produits primaires. Lorsque la demande mondiale se porte bien, c'est bon pour nous. Lorsque la demande n'est pas bonne, pour nous, il y a une contraction de l'économie. Donc la croissance, ce n'est pas basé sur des éléments structurels, mais des éléments extérieurs. Cette croissance ne crée pas assez d'emplois décents. Et là, il y a une incidence négative sur le bien-être, la productivité, etc. Ça ne se passe pas. Donc on est un peu coincé parce qu'on est dans la case exportation de matières premières. On essaie de mobiliser les gens pour monter dans la chaîne de valeur, pour peut-être avoir plus de ventes de services, de compétences. Mais en attendant, il y a des bébés qui naissent tous les jours, c'est vrai. Et la démographie se développe plus rapidement que la croissance ou le PIB. Donc comment changer ça? Il ne suffit pas simplement de la croissance, il faut se transformer. Et nous, la transformation, ça veut dire de grandir avec DEPTH, c'est-à-dire production, exportation, diversité et productivité de la main-d'œuvre, développement technologique et le bien-être des êtres humains. En gros, voilà.
ça, c'est ce que nous faisons, ça existe déjà en Amérique latine, et il y a 5 interventions, 5 piliers. Voilà comment nous pourrons changer, plutôt que de juste exporter des matières premières. Nous étions au même niveau que la Corée et la Malaisie, etc., mais à demi, 50 ans après, nous nous sommes appauvris. Et eux, ils ont fait ça, nous avons refusé de faire ça depuis 50 ans. C'est-à-dire améliorer les exportations, la compétitivité des exportations, la productivité de la main-d'œuvre et mieux répondre à notre stratégie commerciale, améliorer la technologie et améliorer le bien-être pour les personnes. Thank you. You do great. Merci. Oui, l'OCDE mesure très très bien les subventions, tout à fait. Votre rapport récent est incroyable, notamment les subventions venant de Chine, qui peuvent en fait complètement effacer l'industrie dans certains pays. Ça s'est passé avec les panneaux solaires. Ça peut se passer avec les véhicules électriques. On sait ce qui se passe en Europe avec les constructeurs automobiles, notamment du côté véhicules automobiles. La Chine domine absolument les batteries ion lithium. Ils ont 80-90%. Ça, c'est un gros problème. Et donc, il faut disposer des jeux de données. Il faut les voir clairement pour que les décideurs puissent prendre les bonnes décisions. Et l'OCDE, notamment, est une organisation qui nous aide à comprendre. Et pour le Brésil, c'est vrai. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions concernant les investissements de BYD au Brésil. Est-ce que ça va créer des emplois? Est-ce que, de façon générale, c'est bon pour l'écosystème des constructeurs automobiles? Est-ce que les pièces détachées seront construites au niveau national, proche des chaînes d'assemblage? Ou est-ce que ça va venir de Chine et on va assembler les petits morceaux? On peut dire la même chose de la Hongrie, d'ailleurs, c'est le même problème pour eux. Et vous le connaissez très bien, le problème. Donc oui, il y a beaucoup de points d'interrogation. À la question démographique, une des difficultés, je trouve, avec les indicateurs démographiques, c'est que, en fait, on les maîtrise assez mal. C'est-à-dire que souvent, on mesure les choses pour pouvoir influencer ces objectifs. Et en fait, sur la démographie, on le voit bien avec la natalité, par exemple, c'est des variables sur lesquelles on a beaucoup de mal à agir, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être, évidemment, à la fois prises en compte et très importantes dans nos réflexions. On a dit beaucoup de choses dans cette table ronde. J'en retiens que finalement, bon, il ne faut quand même pas abandonner le PIB par habitant parce que c'est quand même assez fondamental, mais qu'évidemment, il faut aller au-delà, qu'on a fait déjà beaucoup de progrès dans la prise de conscience des enjeux, dans la mesure, c'est tout ce qui a été dit, il y a beaucoup d'efforts, mais maintenant, le sujet, c'est vraiment la coopération entre les différents pays, entre les différentes initiatives, pour être d'accord sur les objectifs et tous être coordonnés sur là où on veut aller. Merci beaucoup à tous et voilà, merci.